Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective a reconnu le mérite de 282 de ses agents. Ces agents qui ont travaillé avec abnégation, courage et dévouement ont reçu des décorations dans l'ordre de mérite de l'Économie et des Finances pour certains et pour d'autres de la médaille d'honneur des douanes, cérémonie à suivre en début de journal. Les soutenances pour l'obtention du baccalauréat international de INCO School Ouaga ont débuté ce mercredi. Chaque élève de la classe de terminale doit présenter un mini-mémoire de recherche sur un sujet pertinent qu'il présente devant un jury. Pour cette étape, ils sont 17 impétrants à se prêter à l'exercice. Et puis, Cannes 2023, 27 joueurs sont convoqués pour défendre les couleurs du Burkina en terre ivoirienne. Le sélectionneur national Hubert Velud a dévoilé la liste complète ce mercredi. Le départ des joueurs sélectionnés est prévu pour le 11 janvier, mais avant, ils vont s'entraîner à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Malgré les difficultés liées à la crise sécuritaire et humanitaire, ils ont travaillé avec courage, abnégation et surtout avec un esprit de résilience pour rendre service à la nation. Ils sont au nombre de 282, ces agents qui ont vu leur mérite reconnu par la nation et surtout par le ministère de tutelle, le ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective. 38 d'entre eux ont été décorés dans l'ordre du mérite burkinabé, 145 dans l'ordre du mérite de l'Économie et des Finances et 35 autres pour la médaille d'honneur des douanes. L'ambiance de la cérémonie est signée Diassibo Ouba. Vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre du mérite burkinabé. Ils sont 282 agents du ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective à recevoir une reconnaissance des autorités pour services rendus à la nation. En effet, 38 agents dans l'ordre de l'étalon, 64 dans l'ordre du mérite burkinabé, 145 du mérite de l'économie et des finances et 35 douaniers ont reçu leur médaille. Au cours de la cérémonie, Aboubakar Nakanabo, premier responsable des récipiendaires, n'a pas manqué de saluer le dévouement de ses agents. Mesdames et messieurs, le mérite estimable tient aux vertus, le mérite aimable tient aux qualités sociales et le mérite agréable est le produit des talents variés. J'emprunte ces mots de Joseph Michel Antoine Servan pour rendre un vibrant hommage à ces élus du jour, mus par d'exceptionnelles qualités professionnelles, à savoir l'ardeur au travail, l'abnégation, la conscience professionnelle et le sens du service public dans les domaines de l'économie, des finances, de la comptabilité, de la fiscalité, qui leur valent aujourd'hui de nourrir la nation. Avec le cœur toujours à l'ouvrage, les barrières de l'impossible s'effritent pour que triomphe la gloire et le succès, et c'est avec plaisir, un plaisir renouvelé, que le ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective sacrifie à une tradition, celle de récompenser le mérite et le succès d'hommes et de femmes d'honneur et de valeur. La distinction de ces agents traduit donc ainsi le couronnement de leurs efforts dans l'accomplissement de leurs fonctions. Parmi ces agents figure la récipiendaire Fatimata Ouedraogo qui exprime sa reconnaissance envers les autorités pour sa distinction. Beaucoup d'humilité et beaucoup de reconnaissance également vis-à-vis des autorités qui nous ont accordé cette distinction, mais également beaucoup de reconnaissance vis-à-vis de tous ceux qui y ont contribué, notamment les partenaires, les communautés que nous servons. Donc une pensée chère à tous ceux qui sont actuellement en situation de déplacement du fait de la crise, ou de milliers d'enfants qui sont hors des écoles, des enfants qui sont en situation de précarité ou de vulnérabilité du fait de la crise. Donc nos pensées vont vers ces enfants et nous dédions cette distinction à l'ensemble de ces personnes-là qui sont touchées par la crise. Après plusieurs années au service de la nation, cette décoration est bien accueillie et constitue une invite pour les travailleurs à œuvrer davantage pour une économie prospère au Burkina. C'est un honneur pour moi, une satisfaction, un couronnement, mais également un début. Parce qu'après une telle décoration, c'est une invite de l'administration à encore faire plus d'efforts
et dans le recouvrement des recettes et dans l'exercice de mes fonctions de façon générale. C'est une soirée qui permet effectivement de rendre grâce également au Seigneur pour cette reconnaissance de la nation entière suite au service rendu à la nation après 28 ans de service. Au cours de cette cérémonie, ce sont des agents des impôts, de la douane et d'institutions financières, pour certains en fonction et d'autres amenés à faire valoir leurs droits à la retraite, qui ont été découvrés. Le comité de pilotage du projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel au Burkina a tenu sa deuxième session ordinaire ce 19 décembre 2023. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit de l'état d'avancement des activités au 30 septembre 2023. Il ressort que les performances enregistrées les 6 premiers mois ont été négativement impactées par la dégradation de la situation sécuritaire dans les zones d'intervention du projet. Pour l'année 2024, les acteurs entendent améliorer la résilience des personnes cibles dans les régions du Nord et du Centre-Nord. Des perspectives seront alors trouvées dans ce sens au cours de cette session. Tous les détails avec Assami Touré. Le comité de pilotage du projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel au Burkina, lors de cette deuxième session ordinaire, a relevé que pour le rapport des activités 2023, les performances sont en deçà des attentes sur les 6 premiers mois, compte tenu de la dégradation de la situation sécuritaire dans les zones d'intervention du projet. Et à la date du 20 novembre 2023, le taux moyen d'exécution physique est de 72,69% et le taux d'exécution financière s'élève à 32,99%. Au cours de l'année 2023, plusieurs activités ont été menées et cela nous a permis d'obtenir des résultats probants. Parmi ces résultats, nous pouvons noter la dotation d'articles ménagers essentiels au profit des personnes déplacées internes et des personnes hautes vulnérables. Il y a aussi l'équipement des centres de santé que nous avons pu réaliser au profit bien sûr de ces personnes publiques cibles du projet et également de toutes les communautés au sein desquelles ces personnes déplacées internes-là vivent. Nous avons aussi appuyé le relèvement à travers la réalisation, l'aménagement d'espaces de production et aussi la dotation en plusieurs autres articles qui permettent à renforcer les capacités des personnes déplacées internes et soutenir leur relèvement. Pour l'année à venir 2024, dans le programme de travail et budget annuel du projet, 173 micro-projets sont identifiés au compte de 24 communes. Le montant total s'élève à 28 725 52 800 francs CFA. Pour 2024, l'accent sera mis sur la réalisation d'infrastructures physiques pour accompagner l'effort du gouvernement en termes de reconquête du territoire. Donc, il s'agira pour nous, dans les zones libérées, de réaliser des infrastructures sociales pour l'accès à l'eau potable, pour l'accès à la santé, pour l'accès à l'éducation. Il y a aussi le fait qu'il faut travailler à la connectivité dans ces zones-là. Donc, nous allons investir dans la réalisation des infrastructures routières, notamment les pistes rurales et également les routes en terre. Et aussi, nous comptons accompagner l'économie locale à travers la réalisation de boutiques de rue et aussi la construction de certains marchés. Donc, c'est essentiellement dans ce domaine-là que nous allons intervenir au cours de l'année et tout en soutenant toujours les populations qui sont victimes de l'insécurité, qui sont déplacées. Il faut noter que le programme communautaire de relèvement et de stabilisation pour le Sahel du Burkina est une initiative du gouvernement burkinabé et de la Banque mondiale d'un coût de 75 milliards de francs CFA à exécuter sur une durée de 5 ans, 6 mois.
En septembre dernier, le ministère en charge de la justice avait procédé au lancement officiel de la plateforme e-casier judiciaire. La phase pilote de cette plateforme ne prenait en compte que les grandes instances Ouaga 1 et 2. Ce mardi, le ministre Edasso Rodrigue Bayala a annoncé l'extension de la plateforme aux juridictions de la phase 2. La plateforme prend désormais en compte 13 autres provinces. Toutes les précisions avec Sanata Siri. Cette deuxième phase du casier judiciaire dématérialisé est consacrée aux juridictions à haut défi sécuritaire et à la cour d'appel de Ouagadougou. Une extension qui va permettre aux Burkinabés nés dans les provinces concernées de faire leur demande de casier judiciaire sur la plateforme dans des plus brefs délais et à moindre coût. Aussi, elle va permettre aux Burkinabés nés hors du pays de postuler pour les demandes de casier judiciaire sur renseignement de leur acte de naissance. Sur les 45 provinces que compte le Burkina Faso, ce sont au total 16 provinces qui sont désormais prises en compte par cette plateforme. Donc cette fois-ci, les juridictions qui sont concernées par le président, la deuxième phase, si je peux dire, par la deuxième phase, et comme je l'avais dit, ce sont les juridictions à haut défi sécuritaire, plus la cour d'appel de Ouagadougou, qui nous couvre aujourd'hui les provinces du Sou, du Seno, du Yaga, de l'Oudalam, du Bam, du Oué, de la Kossi, du Nayala, du Sourou, de la Nyanya, de la Tapoa, du Boulgou et du Koulpéogo, ainsi que ceux qui sont nés à l'extérieur du Burkina. Cette plateforme informatique vise entre autres à centraliser et à gérer les décisions de condamnation rendues dans les juridictions concernées et à faire des demandes en ligne du bulletin numéro 3 du casier judiciaire. À en croire le ministre Edasso Rodrigue Bayala, le casier judiciaire dématérialisé est plus fiable que le casier judiciaire physique et offre plusieurs avantages aux usagers. Aujourd'hui, la vérité qu'on peut se dire, c'est que le casier judiciaire physique, en termes de fiabilité, pour ne pas dire que ça n'existe pas. Le casier judiciaire physique est délivré sur la bonne foi du demandeur. Parce que qu'est-ce qui doit se passer? Si vous arrivez au greffe, que vous faites la demande, normalement le greffier doit pouvoir aller sortir tous les dossiers de 10 ans en arrière, vérifier, voir si vous n'avez pas été condamné. Vous voyez que c'est fastidieux. Et personne ne le fait. Donc il n'est pas fiable comme celui qui est délivré en ligne. Parce que celui qui est délivré en ligne est précédé généralement de la saisie de l'ensemble des décisions du tribunal du ressort. Ça nous fait gagner en temps, ça nous fait gagner en argent, et ça rapproche la justice du justiciable. Lorsque vous demandez votre casier judiciaire en ligne, vous avez la possibilité de le tirer autant de fois que vous voulez, jusqu'à 1 mois, en payant une seule fois. Pour ce qui est de la phase pilote qui a concerné les TGI de Ouaga 1 et de Ouaga 2, ce sont plus de 12 000 casiers judiciaires qui ont été reçus en moins de 3 mois. Dans les jours à venir, le ministère en charge de la justice entend déployer la plateforme dans les autres juridictions qui sont dans les chefs-lieux de région. La phase 3, quant à elle, est prévue pour le premier trimestre de l'année 2024. Ce mercredi 20 décembre a débuté à l'École internationale africaine INCO Ouaga la séance de soutenance de mémoire des élèves en classe de terminale pour le compte de l'examen du baccalauréat international session de mai 2024. Dans le cadre de cet examen, chaque élève de la classe de terminale doit préparer un mini-mémoire de recherche sur un sujet pertinent pour présenter devant un jury, un travail de recherche autonome qui permet à l'élève de développer les compétences telles que l'esprit de recherche, la réflexion, l'audace et la communication. Bourema Amadou nous en parle. Prince Moukama, 16 ans, élève en classe de terminale à INCO Ouaga, ouvre le bal des soutenances de mémoire pour l'examen du baccalauréat international à INCO School Ouaga. Ses recherches sont portées sur la dégradation de la langue française. En effet, selon son étude, les réseaux sociaux concourent au mauvais usage du français par les adolescents. Cette série de soutenances entre dans le cadre du programme du baccalauréat international prévu se tenir en mai 2024. Ils sont au total 17 élèves de la classe de terminale qui doivent se présenter devant un jury pour présenter un mini-mémoire de 4000 mots sur des sujets qui les intéressent. Ce qui ressort de mon étude est que les réseaux sociaux peuvent être vus comme une menace pour la maîtrise de la langue française chez les adolescents, car ça appelle à une réduction des connaissances grammaticales,
d'orthographe et à une utilisation excessive des abréviations. Et donc, ça doit être utilisé en connaissant les différents effets que ça pourrait nous engendrer. Le thème parlait de l'effet des taxes imposées par le gouvernement sur la consommation des boissons sucrées et alcoolisées au Burkina Faso. Ce qui ressort, c'est que la taxe a eu un impact seulement sur les boissons sucrées, mais n'a pas réellement eu un impact sur les boissons alcoolisées. Cela est peut-être dû au fait que l'alcool est un bien addictif et donc a conduit à une demande inélastique. J'ai trouvé comme résultat, après avoir étudié sur mon thème, que plus le taux d'électrification augmente, plus le niveau de réchauffement climatique augmente si nous utilisons l'énergie fossile pour produire de l'électricité. Mais en parallèle aussi, plus le taux d'électrification augmente, plus le taux de recyclage également augmente. Ces mini-mémoires élaborées font partie des composantes obligatoires pour l'obtention du baccalauréat international. Selon Amidou Ashraf, coordinateur du programme du diplôme à Nkowaga, le baccalauréat international est plus axé sur la recherche et cela permet aux élèves d'être mieux préparés pour affronter le monde universitaire. Le diplôme du baccalauréat international est reconnu dans 180 pays à travers le monde. Ce que le bac international apporte peut-être à ce que nous faisons dans le système local, c'est peut-être le côté pratique et surtout en référant justement aux mémoires, l'axe recherche qui est très très ancré ici où les élèves font, en dehors du mémoire, font des travaux de recherche que nous appelons ici des évaluations internes puisque tout le monde fait 6 matières et c'est obligatoire de faire une évaluation interne dans chaque matière. Donc ça leur fait 6 évaluations internes, donc disons 6 mini-mémoires plus le mémoire pour lequel nous avons assisté à la soutenance ce matin. En plus de ça, les élèves du baccalauréat international font également dans le domaine dit de l'extracurriculaire parce que ce ne sont pas que les cours que nous faisons, ils ont l'aspect extracurriculaire qui est au fait de ce que nous appelons le projet CAS où ils sont appelés à initier, implémenter et réfléchir à des activités par eux-mêmes sans forcément avoir besoin du coaching de qui que ce soit. Nkowaga est une école internationale africaine du groupe Nko Éducation, un réseau de 14 écoles africaines internationales dans 9 pays. Ouvert en 2018, Nkowaga est la première école accréditée à offrir le programme du diplôme du baccalauréat international au Burkina Faso. Elle est une école bilingue français-anglais et la langue d'enseignement au primaire comme au secondaire est l'anglais. Le sélectionneur des étalons a dévoilé la liste des joueurs retenus pour prendre part à la CAN Côte d'Ivoire 2023. Ce sont 27 étalons qui défendront les couleurs du Burkina en terre ivoirienne. Les joueurs sélectionnés débuteront un stage à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis du 29 décembre 2023 au 10 janvier 2024 avant de rejoindre la Côte d'Ivoire le 11 janvier 2024. Tous les détails avec Assami Tiemtori. Il n'y a pas de grand changement dans l'effectif de 27 joueurs convoqués par le sélectionneur Hubert Velud pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. On retrouve les inconditionnels comme Hervé Kofi, Issa Kaboré, Steve, Dayo, Edmond, Nagalo, Blati, Gira, Azizki, Bertrand Traoré, Dango et Mohamed Ouattara. Il faut signaler également le retour de Sébastien Tou, le gardien de but, Mahamadi Bangré et Cheikh Djibril Ouattara. Pour Velud, aucun joueur n'a été pris par défaut. J'ai pris aucun joueur par défaut parce que je le répète, c'est un peu la synthèse de mes 20 mois de travail au Burkina, ce groupe. Même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même un peu aussi la notion d'état de forme du moment, puisque il y a 27, mais bon, je pense qu'il y a 35-40 qui peuvent prétendre. Il y a 35-40 qui peuvent prétendre être dans les 27. Bon, après, il y a des fois de dernier moment sur l'état de forme. Donc aucun joueur n'est pris par défaut. Le stage débute le 29 décembre à Abu Dhabi et sera ponctué avec des matchs amicaux contre des nations comme la RD Congo le 10 janvier. Avant ce match, une rencontre est prévue le 5 janvier contre une nation à définir. Le début du stage à Abu Dhabi est prévu le 29, début des entraînements avec un départ le 28. À l'heure où je vous parle également, je dirais à 95%, il y aura un match le 5 janvier, amical, à 95% c'est établi. L'adversaire est encore à désigner, mais quand je dis 95, c'est pratiquement 98%. Le 10
janvier, ça c'est de 100%, ça sera contre la RDC. À Abu Dhabi à 16h même. Et pour un départ le 11 janvier pour Boaké. Le 11 janvier tôt le matin pour rejoindre la Côte d'Ivoire. Pour Hubert Velud, tous les joueurs du milieu du terrain ont un temps de jeu en ce moment dans leurs clubs respectifs et ils comptent dans ce stage mettre des stratégies pour relever encore le niveau avant d'aller à la CAN. Le milieu de terrain dans ce secteur par rapport au dernier regroupement, on peut constater que pratiquement tout le monde a du temps de jeu. Ce qui n'était pas le cas le dernier regroupement, souvenez-vous. Et au niveau défenseur et au niveau milieu de terrain, on a pratiquement tout le monde a du temps de jeu. Mais c'est vrai que dans le secteur des attaquants, des offensifs, là, il y a un déficit de temps de jeu. Ça, je le reconnais. Voilà. Après, les attaquants ont été choisis par rapport à ce qu'ils sont, et c'est vrai qu'on est en déficit. On est en déficit au niveau des attaquants, au niveau du temps de jeu, mais on va essayer bien sûr de compenser ça par une super préparation et aussi par une cohésion, je dirais, des principes de jeu habituels qu'on a pu mettre en place depuis des mois ensemble. Aucun joueur du championnat national n'a été sélectionné par Velud. Pour lui, cela n'a rien à voir avec l'arrêt brusque du championnat. À en croire à ses propos, aucun joueur n'était dans son viseur. On ne va pas être hypocrite, c'est-à-dire que je pense que l'arrêt du championnat n'a pas grand-chose à voir. Bon, même si j'ai commencé déjà à repérer des joueurs ici. Maintenant, je le répète comme je l'ai dit avant, il y a un groupe depuis 1 an et 8 mois, 20 mois qui est constitué. Donc c'est pas facile de rentrer dans ce groupe. Hubert Velud a encore jusqu'au 3 janvier pour remplacer un nom dans cette liste qui sera transmise à la Confédération africaine de football. Le médiateur de la crise entre la Fédération burkinabé de football et certains clubs des Ligues 1 et 2 était en conclave ce mercredi. Une rencontre pour trouver des voies et moyens pour une sortie de crise et la reprise du championnat national. Cette rencontre prévue pour 9h a finalement débuté autour de 10h et n'a duré que quelques minutes. Pour cause, les clubs frondeurs restent campés sur leur position. Le reversement des 140 millions de francs CFA et la démission du président de la Fédération burkinabé de football. Tous les détails avec Yassine Sawadgo. Encore un échec de la médiation entre les clubs frondeurs et la Fédération burkinabé de football. La crise qui secoue le secteur du football est loin de connaître un dénouement. Et pourtant, les choses semblaient bien débuter à cette rencontre. Selon le président du comité national olympique des sports burkinabé, Jean Yamouego, médiateur dans cette crise, une réunion s'est tenue le 19 décembre entre le ministre des Sports, le médiateur lui-même, la Fédération burkinabé de football et un représentant des protagonistes sur la situation afin de trouver une solution des sorties de crise. Je suis surpris que ce matin ils disent que la condition c'est deux conditions, les conditions financières, que ce n'est pas rempli. Ils veulent parler des 84 millions qui étaient destinés au championnat des petites catégories, plus ce qui est là-bas, 50 et quelques millions, ça fait au total 140 millions qu'on doit leur reverser ça. Ça, c'est la première condition pour qu'ils reprennent. La deuxième condition, c'est qu'il faut que Bansin encore démissionne. Toujours selon le médiateur, les acteurs doivent s'outrepasser pour une sortie totale de crise. Une situation qui a conduit à l'arrêt du championnat de Ligue 1 et de Ligue 2. Je trouve qu'il y a visiblement un manque de volonté entre nous de résoudre le problème. Je trouve que dans ce milieu de sport-là, il faut qu'il y ait la sincérité entre nous. On ne peut pas bloquer le sport comme ça. On ne peut pas bloquer. Allez consulter leur base, voir. Est-ce qu'ils sont d'accord pour qu'on bloque le championnat comme ça? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut aller au-delà de nos propres jugements pour permettre au sport-là de décoller. Aujourd'hui, là, je suis désemparé. Qu'on discute. Hier, on a discuté. En bon
monsieur, on s'est entendu et aujourd'hui, c'est autre chose. En rappel, c'est à la 10e journée que le championnat national de Ligue 1 et de Ligue 2 a été arrêté suite à une crise entre certains clubs et la Fédération burkinabé de football. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Bonsoir.